Vers la fin de 2014, nous avons appris que la Chine était devenue la première puissance économique mondiale, son PIB dépassant désormais celui des États-Unis. Très bien, mais quel PIB? Calculé comment? Et puis, le terme de puissance recouvre quoi au juste? Alors aujourd'hui, nous avons choisi un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de comparer plus précisément la puissance de la Chine et celle des États-Unis. Voici les États-Unis et la Chine. Ce sont deux géants géographiques et démographiques. Ils ont à peu près la même superficie. En revanche, les États-Unis ont une population de 320 millions d'habitants contre 1,4 milliard pour la Chine, soit 4 fois plus. Mais le nombre n'est pas un avantage durable. Ce qui compte, c'est le dynamisme de la population et il repose sur la fécondité, vous voyez les chiffres pour les États-Unis et pour la Chine, et l'apport migratoire, soit le nombre d'immigrés diminué de celui d'émigrés. La population américaine est donc plus dynamique que la population chinoise, elle vieillira donc moins vite. D'ailleurs, on le voit avec l'évolution de la part des 65 ans et plus dans la population totale des deux pays entre aujourd'hui et 2050. Le vieillissement de la population est un handicap car il entraîne une augmentation des dépenses de santé, des dépenses de retraite et diminue la part des personnes en âge de travailler. Donc, la Chine se voit désavantagée. Maintenant, allons voir l'économie, car c'est dans ce domaine que l'ascension de la Chine a le plus marqué les esprits. En 2014, de nombreux journaux avaient annoncé que la Chine était devenue la première puissance économique mondiale, car son PIB, calculé en parité de pouvoir d'achat, a alors dépassé celui des États-Unis. Et loin derrière, on trouve l'Inde, le Japon et l'Allemagne. Mais attention au mode de calcul. Si l'on regarde le PIB par habitant pour la même année, les États-Unis se retrouvent en 9e position et la Chine 84e position. Attention aussi à l'indicateur choisi, car le PIB ne permet pas d'évaluer le niveau de développement d'un pays, contrairement à l'indice de développement humain. Et avec cet indicateur, on constate que les États-Unis sont 5e et la Chine, sans Hong Kong, 91e. Enfin, la puissance économique, ce n'est pas seulement le PIB. Il y a aussi la place dans le commerce mondial. Et pour s'y faire une place, justement, la Chine a dû se plier aux règles de l'économie mondiale, aujourd'hui appliquées par la Banque mondiale, le FMI et l'OMC. Ces règles sont nées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elles correspondent au modèle économique classique du capitalisme financier, libéralisation des échanges et des flux financiers, ouverture des marchés, des régulations notamment. Et à partir de la fin des années 1970, la Chine s'est progressivement convertie à ces règles. Elle est membre de l'OMC depuis 2001, comme de nombreux autres États. Et la Chine est devenue la première puissance commerciale mondiale de marchandises, car en 2013, elle représentait 18% du commerce mondial de marchandises devant l'Union européenne et les États-Unis. La Chine est le premier fournisseur de marchandises des États-Unis et les États-Unis sont son premier client. Les exportations de marchandises de la Chine vers les États-Unis représentaient 460 milliards de dollars en 2013. Il y a donc une compétition commerciale entre la Chine et les États-Unis combinée à une interdépendance. Et cette situation a une incidence sur la gouvernance mondiale. Voici les traditionnelles 7 grandes puissances économiques qui forment le G7. La montée en puissance des émergents et la crise financière de 2008 ont remis en cause la domination de ces pays sur la gouvernance économique mondiale et ils ont dû admettre qu'ils ne pouvaient gérer la crise de 2008 sans les pays émergents. C'est pourquoi ils ont reconnu le G20, qui comprend les émergents et donc la Chine, comme le nouveau principal forum économique mondial. Enfin, autre paramètre de la puissance économique, il y a la monnaie. Grâce au dollar, les États-Unis disposent d'un fort avantage. À titre d'exemple, en août 2014, 42% des transactions mondiales ont été réalisées en dollars, contre 1,6% en yuan, la monnaie chinoise, et 31% pour l'euro. Eh bien, c'est dire à quel point l'économie mondiale repose sur le dollar, contrôlé par la Réserve fédérale américaine. Passons maintenant au volet militaire. La Chine et les États-Unis font tous deux partie du club des 5 États qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU
et qui détiennent l'arme nucléaire. Maintenant, si nous regardons les dépenses militaires nationales les plus importantes pour 2013, on le voit, les États-Unis sont loin devant. Mais si on regarde l'évolution des dépenses militaires des États-Unis et de la Chine ces 10 dernières années, eh bien on voit que les dépenses chinoises ont été multipliées par 3, alors que les dépenses américaines diminuent. L'augmentation constante du budget militaire chinois entraîne d'ailleurs une vraie inquiétude chez les pays voisins de la Chine en Asie. Vous voyez maintenant sur cette carte les principales bases et installations militaires américaines, ainsi que les alliés des États-Unis, dont la plupart font partie de l'OTAN. Eh bien, la majorité de ces États dépendent des États-Unis pour assurer leur sécurité. Et la Chine, elle, ne dispose que de quelques points d'appui militaires potentiels, et seulement en Asie. Elle fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'un des objectifs est de limiter l'influence de l'OTAN, et donc des États-Unis, en Asie. On le voit, la domination des États-Unis sur le plan militaire est très nette, alors que la Chine cherche à rattraper son retard, y compris dans le domaine spatial. Les États-Unis dominent ce secteur avec un budget de 39 milliards de dollars en 2013, puis vient la Chine avec un budget de 6 milliards de dollars. La Chine, en effet, est entrée dans le club très fermé des puissances spatiales en 2003, avec l'envoi dans l'espace du premier taïkonaute. Elle est ainsi devenue le 3e pays à envoyer des hommes dans l'espace par ses propres moyens, 40 ans après l'Union soviétique et les États-Unis. Donc pourquoi investir dans le domaine spatial ? Eh bien, le développement d'un tel programme permet le contrôle de satellites d'observation et de communication stratégique sur les plans militaires et économiques, mais c'est aussi un symbole de puissance, car il prouve la maîtrise d'une technologie avancée dont peu de pays ont la capacité. Donc les technologies, l'innovation, la recherche sont un facteur à part entière de la puissance. Mais pour en arriver là, un gros effort doit être apporté à la formation des élites et des chercheurs. Donc regardons le classement mondial des universités élaboré par le Times pour 2014-2015. Sur les 10 premières universités mondiales, 7 sont américaines. Les premières universités chinoises se trouvent, elles, à la 43e et 48e place. Et selon l'UNESCO, les États-Unis étaient en 2012 le premier pays d'accueil d'étudiants étrangers avec 19% d'entre eux présents aux États-Unis et la première destination des étudiants chinois. En 2012, 30% des étudiants chinois présents à l'étranger se trouvaient aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la future élite mondiale, et surtout chinoise, se forme en fait aux États-Unis. Or, l'enseignement est un très fort vecteur des valeurs du pays d'accueil. Et là, on touche à un nouvel aspect de la puissance qui ne se résume plus au seul volet économique, militaire, technologique. La puissance est aussi l'influence qu'exerce un pays sur les autres à travers sa culture, ses idées, sa langue, ses représentations, son mode de consommation. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le soft power. Comment le mesure-t-on ? Prenons l'exemple du cinéma. Voici les 10 films les plus vus dans le monde en 2014, calculés à partir des recettes générées par les films. Tous sont américains. Et cela indique les importants moyens de l'industrie cinématographique du pays, qui est aussi un puissant instrument de diffusion des valeurs américaines. Et c'est pour cette raison que la Chine a instauré un quota pour l'importation des films étrangers. Maintenant, terminons notre comparaison par les réseaux sociaux. Sur les 10 réseaux sociaux les plus utilisés, en janvier 2015, 6 d'entre eux sont d'origine américaine et totalisent 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. 3 sont chinois et 1 est russe. Alors si les réseaux sociaux chinois connaissent un certain succès, c'est tout simplement parce que Facebook et Twitter, entre autres, sont interdits en Chine, car ils sont perçus par les autorités comme une menace à l'égard du pouvoir du Parti communiste chinois, ce qui indique bien qu'il s'agit là d'une forme de puissance. Alors donc, puissance américaine contre puissance chinoise, qui gagne le match et y a-t-il vraiment un vainqueur ? Alors ce que nous avons voulu vous faire apparaître aujourd'hui, c'est que les paramètres de la puissance, en fait, sont très nombreux, les modes de calcul ne sont pas standardisés, donc les comparaisons sont délicates, et en plus, les données statistiques chinoises ne sont pas très fiables. Ensuite, la notion même de puissance a évolué.
On est passé de la contrainte exercée par la puissance militaire ou économique, le hard power, à la notion d'influence par le commerce, la culture, la surveillance, la séduction, voire le rêve, c'est-à-dire le soft power. Ce que l'on peut retenir, c'est que la Chine et les États-Unis sont prisonniers de leur interdépendance. Les deux pays ne peuvent plus échapper à la cohabitation, forcée ou non. Ensuite, les États-Unis sont encore, et de loin, et pour très longtemps, la première puissance mondiale dans la plupart des domaines. Et enfin, la Chine n'a pas pour ambition d'exporter un modèle, et encore moins d'assumer un leadership mondial. Donc l'idée d'un G2 ou d'une Chine-America, c'est-à-dire une gouvernance mondiale bicéphale, n'est pas pertinente. Vous pouvez lire l'Atlas de la Chine de Thierry Saint-Jouan aux éditions Autrement. Et puis pour avoir une vue plus large, vous pouvez lire La puissance au XXIe siècle de Pierre Buller, publié par le CNRS, collection Biblis. Alors je vous signale la parution chez Arte Éditions d'un DVD spécial baccalauréat pour aider aux révisions du bac reprenant l'essentiel des programmes d'histoire-géographie.